Très clair, mais restez avec nous. On va continuer d'évoquer la situation de ces marchés. Alors d'un point de vue peut-être plus technique, avec Romain Daubry qui est avec nous en duplex, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Romain, bonjour. J'aime bien d'ailleurs la manière dont vous présentez les choses et je vais le reprendre peut-être d'ailleurs tout au long de l'émission. Mais le marché ne parvient pas à baisser. Et c'est vrai que pourtant on manque pas de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, sur le plan macroéconomique notamment, on est vraiment dans ce phénomène de bad news is good news. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire justement d'un point de vue technique, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Mais c'est un peu ça, on a tous les indicateurs qui nous montrent que le marché devrait baisser, on devrait corriger. Les indices américains ont quand même largement rebondi, 12 à 14% selon les indices majeurs. C'est des niveaux sur lesquels on devrait assister à des retracements et on n'y arrive pas. Alors à quoi c'est dû? Probablement au fait qu'il y a eu des retardataires dans ce marché, un vrai contre-pied en début d'année, ça c'est probable. On a commencé à monter avec très peu de volume et puis ça s'est accéléré au fur et à mesure. On a un phénomène intéressant sur l'indice parisien. Si vous regardez tous les soirs au moment du fixing, quand il y a une journée de hausse, au moment de la clôture, il reste donc les 5 dernières minutes du fixing. Et là, il y a à peu près 1 milliard qui est traité à chaque fois. Et en général, ça donne entre 5 et 7 points de plus de hausse dans le marché. C'est-à-dire que personne n'ose vraiment y aller, mais comme le marché monte, il y a des paniers, des blocs qui sont échangés à la dernière minute. Et 1 milliard dans un marché qui fait 3 milliards en séance, c'est beaucoup. Et ça se joue juste dans les 5 dernières minutes. Donc voilà, je crois qu'il y a contraint dans un marché qui est pas solide et on est tous assez d'accord pour cette lecture. Le marché est pas solide, mais il y a un tel consensus, une telle c'est pas du pessimisme, mais en tout cas une telle prudence actuellement que je crois qu'on se retrouve un peu contraint à tirer et à continuer à payer les indices. Donc je crois que ça tient à ça dans un premier temps. Ensuite, si on regarde les indices eux-mêmes, évidemment, ça patine un peu aux États-Unis comme en Europe. Maintenant, si on regarde les valeurs individuellement, il y a quand même des mouvements qui sont assez intéressants. Je pense que ce sont les prémices des signes d'une recovery, mais qui va se construire qui va mettre plus de temps à se reconstruire. On a mis quasiment 1 an à construire des figures de retournement baissière. On va pas retourner le marché en un mois. Donc, on va rester dans une situation un peu molle, un peu compliquée, qui va mettre du temps à revenir. Alors, il y a toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles, mais il y a très peu de positions ouvertes. En fait, on est dans une situation de paradoxe permanente. On a identifié un niveau de résistance sur l'indice parisien qui est à 4875. C'est un niveau technique, une résistance mensuelle qui est importante. On n'arrive pas à la franchir. On s'y est attaqué pour la 3e fois aujourd'hui sans parvenir à la franchir. Et sur ce niveau-là, il y a eu quelques positions ouvertes sur le futur CAC 40, donc 26 000 contrats futurs entre 4875 et 4840. Donc il y a eu des nouveaux contrats ouverts, donc une agressivité de la part des vendeurs pour essayer d'orienter le marché un peu plus à la baisse, mais ça parvient pas à baisser à cause de ça. Je crois qu'il y a ce consensus qui change un petit peu aussi, c'est-à-dire que de prudence, on est passé à optimisme couvert. Donc on n'est pas encore dans l'optimisme parce qu'on garde des couvertures dans les portefeuilles, mais on se dit qu'il y a des recoveries et on entend de plus en plus, oui, du potentiel, et puis on constate qu'il y a des valeurs qui sortent de figures de baissières. On voit des Atos, on voit des Valeo, on voit des STM. Et vous dites, attention, ça peut être un piège à moyen terme pour les investisseurs, cette situation, Romain, de voir effectivement, contraints par la hausse du marché, certains changer un petit peu leur fusil d'épaule, devenir un peu plus acheteurs, alors que peut-être que les fondamentaux ne sont pas encore suffisamment solides. Vous dites, gare au piège quand même. Ouais, tout à fait. En fait, on avait un état d'esprit assez pessimiste en début d'année, en tout cas très prudent, si pas très pessimiste, en tout cas très prudent, et ça a conduit à un rebond. Et là, on constate qu'en quelques séances, le marché monte, il y a des valeurs qui reprennent des couleurs, il y en a qui tiennent bien, des valeurs comme AXA, comme Capgemini, qui elles sont toujours solides, qui montent avec du volume. Il y a quelques bancaires qui, la BNP ou le Crédit Agricole, notamment, qui tiennent assez bien, qui confirment leur rebond, en tout cas qui stagnent, qui ne reperdent pas 50 à 60% de leur parcours haussier. Je pensais à Valeo ou au Forestia qui avaient rebondi nettement, mais qui ont rendu une très grande partie de leurs bénéfices assez rapidement. Donc voilà, on hésite, on tâtonne, et c'est à mon avis les prémices d'un mouvement haussier, mais c'est pas encore une structure de retournement haussière assez solide, assez complète pour que le marché continue à monter. On est toujours un peu prudent, on est toujours un peu méfiant, et c'est ce qui alimente le fait que le marché stagne, n'arrive pas à former de nouveaux plus hauts, mais en tout cas, ou très légèrement, très timidement, mais en tout cas stagne en partie haute, ils ne reviennent pas. Donc on a pas mal
mal de spéculation, des niveaux techniques qui sont très bien respectés, et on évolue surtout au gré des annonces. Donc oui, il y a un piège à mon avis, et je pense qu'on verra de nouveaux points bas dans le courant de l'année. En attendant, il n'y a aucun signe de retournement baissier à court terme. On devrait baisser, il y a des divergences baissières, il y a des positions ouvertes à la baisse, et on constate qu'elles n'arrivent pas à se mettre en place. Donc il faut surveiller les niveaux techniques. Si on casse sur l'indice parisien 4827 points, sur le futur CAC 40, on a des chances d'accélérer, d'aller chercher 4760 points rapidement, voire de retrouver les points bas, 4600 aux alentours. Si en revanche on arrive à franchir 4770, enfin 775, il y a une bonne chance qu'on accélère à la hausse, parce que les vendeurs vont être sous pression, ils vont être obligés de se racheter et de déclencher une accélération haussière complémentaire. Elle est à peu près de l'ordre de 2% pour l'ensemble des indices, à part le Nasdaq qui a touché sa cible graphique. Le Dow Jones, le S&P, le DAX, le CAC 40 ont des cibles haussières qui sont de l'ordre de 2% au-dessus des cours actuels. Voilà, on n'en attend pas beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les valeurs individuellement. Donc on fait des arbitrages, il y a des choses qui sont intéressantes, un STM qui prend 10% dans une journée, ou Atos 5%, il y a des arbitrages intéressants à faire. Il n'y a pas de choses très construites encore, et donc méfiance pour les semaines ou mois à venir. Il ne faut pas oublier ce consensus actuel, qui est un peu prudent et à juste titre. Et vous l'avez très bien rappelé, hein, on a mis 1 an pour construire une figure de retournement à la baisse du marché. Ce schéma-là, on va pas l'invalider en 3 semaines de rebond, hein. Ça prendra potentiellement un peu plus de temps. Aymeric, alors je trouve que vos deux discours là sont assez convergents. Le discours technique de Romain Dobré et puis le discours peut-être plus fondamental chez vous, Aymeric. Est-ce que malgré tout, même si on est dans cette logique de vente des rebonds, d'allègement peut-être du risque, il y a aussi l'idée quand même peut-être d'aller saisir des opportunités. Est-ce qu'on trouve, je sais pas, des valeurs de qualité qui apportent un peu de visibilité dans l'environnement actuel pour moins cher? Est-ce qu'il y a quand même des dossiers très particuliers comme ça là qui peuvent nourrir un peu d'attention? Oui, on conserve quand même une exposition au marché action. Oui, c'est ça. On est prudent. Le but, c'est pas d'être à 100% cash non plus. Non, au contraire, on en profite justement on profite un tout petit peu de ces gros mouvements qu'on a sur certaines valeurs pour de temps en temps sortir certains dossiers, sortir peut-être quelques dossiers qui sont plus petits pour aller sur des dossiers dont la visibilité est un tout petit peu plus importante. On a vu par exemple des dossiers comme Safran, des dossiers peut-être comme LVMH qui avait beaucoup retracé, sur lesquels on peut recommencer à regarder. On peut regarder aussi des valeurs comme Linde ou Air Liquide. Enfin, des donc le fonds de portefeuille, les valeurs de fonds de portefeuille un peu plus classiques, pas trop volatiles, et qui en période de croissance bénéficieront de la croissance, mais se tiendront un tout petit peu mieux si le marché devient plus compliqué. Par contre, ça n'empêche pas de regarder certains dossiers qui vont faire l'objet de recovery et sur lesquels il y a des nouvelles particulières. On a vu pas mal de choses dans l'automobile qui a souffert très très fortement. On voit des Valeo qui remontent très fortement, qui sont très volatiles depuis le début de l'année. Donc tant mieux. On voit l'histoire de Renault qui est un sujet à part entière, sur lequel aujourd'hui Renault, juste pour se donner quelques idées, ça vaut entre 3 et 4 fois les bénéfices. Le PER de Renault, c'est aux alentours de 4 fois les bénéfices, pas plus. On l'a déjà vu dans le passé, mais souvent on a quand même des retours, des recoveries sur ces niveaux-là quand les choses s'améliorent. Est-ce que allons-y, on peut dire un mot peut-être de la fin du règne de Carlos Ghosn, si vous avez envie de commenter quand même l'histoire du groupe sous l'ère Carlos Ghosn. On peut quand même, c'est le jour pour en parler. Je rappelle qu'il a officiellement démissionné. Et que dire du changement de gouvernance là? Est-ce que ça peut être un catalyseur, un déclencheur qui va amener forcément des nouvelles autour de Renault et autour de l'Alliance? Alors, on a quand même un peu l'impression que Carlos Ghosn a eu un impact sur Renault extrêmement positif. L'ère Carlos Ghosn, si on doit la symboliser, elle est quand même très bonne. Elle a permis à Renault de créer une alliance avec des partenaires internationaux de premier ordre. Donc aujourd'hui, ça a bénéficié à Renault de façon très bonne, et à Nissan également, ou à Mitsubishi de façon très bonne également. Aujourd'hui, si on valorise les 44% que Renault détient de Nissan, ça vaut une petite fortune dans la valorisation. Nissan, c'est coté pour l'équivalent d'à peu près 30 milliards d'euros. Ouais, c'est ça. C'est 2 fois Renault, grosso modo, en bourse. 2 fois Renault. Renault, c'est 17 milliards d'euros de market cap, de capitalisation. Donc aujourd'hui, on voit la question qui est sous-jacente, c'est l'alliance Renault-Nissan. Aujourd'hui, est-ce que les parités, les implications de chaque groupe dans l'alliance, c'est toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Et forcément, il y aura un rééquilibrage, vous dites? Normalement, oui. Rééquilibrage stratégique, mais également peut-être capitalistique. C'est là où il va falloir scruter, de voir ce qui va se passer au niveau des discussions entre les différents boards. On a aujourd'hui 2 nouveaux managers.
Monsieur Sénart est évidemment quelqu'un de reconnu, comme ayant eu un management extrêmement clair et une vision stratégique qui a porté ses fruits dans les groupes dans lesquels il est passé. Donc Michelin, je le Michelin, précise. oui, tout à fait. Voilà. Il a clairement eu une très bonne influence dans ce groupe-là. Donc on ne voit pas pourquoi il aurait une mauvaise influence chez Renault. En plus, il est avec Monsieur Bolloré, donc qui est en place chez Renault. Donc c'est un binôme qui va diriger ça d'une main de maître pour les intérêts de Renault. Donc sur le papier, c'est un bon choix. Sur le papier, c'est un bon choix. Aujourd'hui, les cartes sont plutôt bonnes pour Renault. La stratégie est clairement bonne pour le groupe. Il y a une alliance qui est géniale entre Renault, Nissan, Mitsubishi. On a plutôt tendance à profiter du cours qui a été quand même fortement sanctionné par toutes ces histoires pour en mettre un petit peu en portefeuille. On peut prendre le titre Renault, on peut prendre un petit peu d'obligataire, ou on peut prendre le titre participatif Renault, beaucoup moins liquide, mais qui a une caractéristique, c'est que son coupon est indexé. Une partie du coupon est indexée sur la croissance du chiffre d'affaires de Renault. Donc ça fait partie des instruments qui nous permettent d'être investis sur ce dossier qui potentiellement devrait valoir, à mon avis, un peu plus cher. Bon, Renault qui réagit encore assez peu pour l'instant à ces nouvelles. Alors il y a du politique en plus là-dedans, mais voilà, confirmation, on le rappelle, par le conseil d'administration après la démission hier soir de Carlos Ghosn de son poste de PDG de Renault. Confirmation que c'est Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré qui formeront le tandem de la nouvelle gouvernance. Jean-Dominique Senard en tant que président et Thierry Bolloré en tant que directeur général. Reste à savoir ce qui va se passer au niveau de l'alliance maintenant, qui va garder ou prendre le pouvoir à la tête de l'Alliance, sachant que c'est Renault, historiquement et légitimement, qui avait le pouvoir de nommer le président de l'Alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Dossier à suivre, effectivement. Romain Daubry, je me retourne vers vous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, pour revenir peut-être sur les considérations autour de la Banque Centrale Européenne. Je rappelle que c'est quand même la réunion du jour, l'événement du jour, le discours de Mario Draghi, qui est obligé, contraint de reconnaître que la balance des risques est désormais orientée à la baisse concernant l'activité en zone euro. Et c'est vrai que les PMI de ce matin, on le rappelait tout à l'heure, sont quand même franchement mauvais. On a vu l'euro qui avait tendance à baisser assez fortement pendant la conférence de presse de Mario Draghi, avant de revenir quasiment à l'équilibre au moment où on se parle sur la séance à 1,1370 pour 1 euro. Est-ce qu'il y a des mouvements particuliers à signaler et techniquement, là, on se retrouve quand même assez bas. Enfin, on est allé voir quasiment 1,13 là aujourd'hui sur cette séance. Oui, mais sur l'euro-dollar, en fait, il y a un grand trading range, entre 1,13 et 1,1456, qui est en place depuis plusieurs mois et qui, pour l'instant, avait failli être rompu franchir la hausse il y a une dizaine de jours. On l'avait signalé, mais le mouvement a été invalidé, donc le signal haussier n'a pas fonctionné. Donc pour l'instant, pas de signaux particuliers. On n'a pas de mouvement haussier ou baissier. C'est trading range, on accumule en partie basse dans cette zone-là. Donc pas de signaux particuliers. Ce qu'on peut noter, c'est que ça c'est peut-être intéressant et ça a peut-être une incidence aussi sur les positions. C'est que le shutdown a une implication, c'est que sont publiés au COT, Commitment of Traders, toutes les positions ouvertes donc et spéculatives sur les marchés dérivés notamment, et que depuis le shutdown, elles sont plus publiées. Donc ça fait un mois qu'on n'a pas accès à ces données-là. Donc on connaît pas les positions ouvertes sur le pétrole, on connaît pas les positions ouvertes sur l'euro-dollar, on connaît pas les positions ouvertes sur le S&P. Et je me demande dans quelle mesure ça n'a pas une incidence sur l'évolution des marchés. Donc peut-être attendre un peu et voir aussi du côté de ce déblocage-là si ça va pas ouvrir certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est difficile de peut-être prendre des positions. C'est une conjecture. J'ai pas les éléments, je sais pas ce qui se produit, mais peut-être que ça va ouvrir un peu le jeu si tout ça se décante, et il y a des chances que ce soit le cas probablement, puisqu'on arrive à tenir dans un équilibre de marché pour l'instant qui est plutôt sain malgré toutes ces tensions. Merci beaucoup Romain Daubry qui est avec nous en duplex depuis Bourse Direct. Un dernier commentaire